La Commission électorale nationale indépendante, c'est une institution permanente, indépendante, qui jouit donc d'une certaine autonomie de fonction, de fonctionnement et puis d'organisation véritablement. Et donc, vous avez une institution comme ça qui joue un rôle central dans le cadre donc de l'organisation des différentes élections, notamment les élections municipales qui sont annoncées se tenir cette année. Et une commission électorale nationale indépendante qui est en place depuis plus de 3 ans déjà, donc qui est en place depuis 2022, alors que quand vous prenez le code électoral en son article 20 qui dit que les membres de la CENI sont élus pour un mandat d'un an renouvelable. Parce que quand vous prenez la composition de la CENI est composée de 17 membres. Vous avez 7 membres qui sont consacrés à la majorité parlementaire, 7 autres membres qui sont consacrés à la majorité de l'opposition, à l'opposition parlementaire, à l'opposition extra-parlementaire, et puis vous avez 2 représentants donc de la société civile et puis un représentant de l'administration. Donc vous avez au total 17 membres qui incarnent cette institution-là en termes d'organisation et de supervision donc des élections de façon globale, donc des consultations électorales et référendaires. Donc ça cause un problème parce qu'en réalité, quand vous avez des tests qui stipulent que l'institution qui est chargée d'organiser, de superviser les élections doit être renouvelée après un an de mandat des personnes qui animent cette institution-là. Je pense que l'idéal, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays de droit, lorsque vous êtes dans un pays qui aspire à renforcer sa démocratie, et lorsque vous voulez à ce que tous les acteurs épousent à l'unanimité le processus électoral, je pense que la moindre des choses, c'est de faire en sorte que les différents tests et lois de la République soient respectés. C'est-à-dire que après un an, même si vous voulez reconduire les mêmes personnes au niveau donc de la Commission électorale nationale indépendante, ben, que vous puissiez le faire conformément à ce qui a été dicté donc par le législateur togolais. Ça, c'est le premier aspect. Le débat est légitime parce qu'en réalité, lorsque vous avez des institutions qui se renouvellent régulièrement, cela renforce l'efficacité de ces institutions-là, cela renforce la confiance que les citoyens ont en ces institutions-là, mais également la confiance des citoyens donc au processus électoral véritablement. Et cela renforce l'état de droit. Sauf que nous avons remarqué qu'au Togo, à l'image donc de la CENI, vous avez énormément d'institutions qui ne sont pas renouvelées à temps. Vous avez des institutions dont le mandat des membres a expiré depuis longtemps, mais qui sont toujours en place. Et quand vous prenez également l'administration publique, vous vous rendrez compte que, ben, à un certain nombre de responsabilités, à un certain nombre de postes de responsabilité, vous avez des agents de l'État qui sont partis à la retraite depuis un très bon moment. Et vous avez des personnes qui cumulent un certain nombre de fonctions. Ce qui en réalité n'est pas normal. Ce qui en réalité viole un certain nombre de dispositions des lois organiques, des lois ordinaires, mais également de la Constitution. Parce que quand vous avez un pays comme le nôtre, le Togo, qui en réalité, lorsque vous le projetez à l'échelle internationale, région du monde, vous vous rendrez compte que le Togo, c'est un petit État, une région, c'est un quartier. Ailleurs, c'est véritablement une question de territoire. Et les membres qui sont en place aujourd'hui, qui sont en place depuis 2022 et dont leur mandat est échu depuis plus de 2 ans déjà, et qui continuent par exercer donc fonction, qui en réalité ne nous met pas dans une situation de permanence, donc une permanence. Ceci ne nous met pas dans une situation où, parce que nous ne sommes pas dans une situation de permanence, parce que nous ne sommes pas dans une situation post-électorale, nous sommes véritablement dans le processus électoral. Et ensuite, ceci ne nous met pas dans une situation où ils doivent rester en place jusqu'au renouvellement, parce qu'en réalité, ils ont fait plus de 2 mandats véritablement.
Ils ont fait plus de 2 mandats. Ce n'est plus où ils vont rester en place pour quelques mois, ou disons pour quelques semaines, pour que les membres soient renouvelés. Non, là, ils sont en train d'exercer de façon illégale plus de 2 mandats. Donc, ils sont dans une situation irrégulière, dans une situation illégale et dans une situation qui ne permet pas qu'on puisse mettre tous les acteurs concernés par le processus électoral dans une confiance totale véritablement. Et donc, vous avez une CENI dont les démembrements comme la commission électorale locale indépendante, vous avez donc les CELI, dont les ressorts territoriaux demeurent donc les communes, vous avez les comités des listes et cartes, et vous avez les bureaux de vote. Et quand vous prenez l'architecture actuelle de la CENI, c'est-à-dire que les partis politiques, les organisations de la société civile, et puis la représentation donc, de l'organisation qui incarne donc cette institution-là, vous sentirez véritablement dans le cadre de la composition des CELI, dans le cadre de la composition des comités des listes et cartes, dans le cadre de la composition du bureau de vote, cette connotation politique, cette connotation sociétale et puis cette connotation administrative. Et donc, c'est véritablement un débat légitime. Et les gouvernants doivent véritablement faire en sorte que tous les acteurs soient mis en confiance. Parce qu'en réalité, le défi que nous avons, c'est de faire en sorte que les élections que nous organisons antérieurement et les élections que nous organisons à l'avenir, que les élections à l'avenir soient meilleures que les élections antérieures. Parce qu'au regard des crises politiques que nous avons connues, au regard des violences électorales que nous avons connues, vous vous rendrez compte que tous les problèmes que nous avons en termes de renforcement de l'état de droit, de la démocratie de notre pays, sont liés aux élections. Pourtant, les élections sont censées être un critère important donc, de mesure donc, de la gouvernance de l'État, de mesure de l'état de droit, de mesure de la gouvernance de nos institutions véritablement. Et donc, quand des choses comme ce que nous voyons, le non-renouvellement des institutions, cela a un impact véritablement sur le fonctionnement de ces institutions, cela a un impact sur la méfiance donc, des acteurs concernés par le processus électoral, notamment les acteurs politiques, cela a un impact sur la population qui ne fait plus confiance au processus électoral, qui n'accorde plus une certaine importance à la Commission électorale nationale indépendante. D'ailleurs, quand vous écoutez nos concitoyens, ils n'accordent plus cette confiance-là. Pour eux, l'institution en réalité qui est censée organiser, superviser les différentes consultations électorales et référendaires, n'est pas respectée véritablement. Cette institution-là n'incarne pas ce que les tests et les lois de la République ont prévu. Donc en réalité, je pense que cela doit pouvoir susciter une réaction donc des gouvernants, parce qu'en réalité, pour pouvoir renouveler les membres de la CENI, je pense que l'acteur principal dans le cadre donc de ce renouvellement, c'est l'Assemblée nationale qui doit lancer le processus. C'est vrai, on a écouté il y a de cela quelques semaines le ministre chargé de l'administration territoriale dans le cadre de la réunion du cadre permanent de concertation revenir sur cette question-là, qui est une revendication fondamentale de l'opposition, que la question est en examen et en instance devant l'Assemblée nationale. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une certaine examination, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour qu'on puisse renouveler les membres de la CENI. Il suffit que l'Assemblée nationale puisse lancer le processus et que les acteurs concernés dans le cadre donc, de la composition de la CENI puissent remplir toutes les formalités nécessaires et pour qu'on aille à des élections équitables, transparentes et puis acceptées par tous. La proposition, elle est faite d'abord par la Commission électorale nationale indépendante. C'est pour ça, au début, je vous ai expliqué en disant qu'en réalité, la CENI est une institution qui est chargée d'organiser et de superviser. En fait, c'est une commission électorale indépendante véritablement. Parce que c'est elle qui a la lourde charge donc d'organiser ces élections-là. Donc, dans le cas donc de la révision des listes électorales, notamment des dates d'ouverture de clôture, donc de la révision des listes électorales qui est d'ailleurs en cours, c'est la CENI qui a proposé ces dates-là au gouvernement. Et comme dans la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions qui sont prises par la CENI, la loi prévoit qu'un certain nombre d'actes réglementaires soient pris
un certain nombre d'actes réglementaires soient pris véritablement pour permettre à ce que ces décisions-là s'exécutent véritablement sur le terrain. Et donc, la proposition a été faite par la CENI et le gouvernement a entériné ces dates-là en prenant donc un décret, je pense, à l'issue donc du Conseil des ministres du 1er avril 2025. C'est la CENI qui coordonne sur le terrain la question logistique, donc le déploiement des machines, le déploiement des opérateurs de saisie, donc les OPS, le déploiement d'un certain nombre de techniciens, et également il y a les acteurs politiques également qui participent donc à cette phase donc du processus électoral, notamment en termes de composition des comités des listes et cartes. Donc quand vous prenez la composition, la loi détaille comment les comités listes et cartes, les CLC doivent être composés. Donc, les représentants de la majorité parlementaire, les représentants de l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire et puis de l'administration. Donc, c'est comme ça les choses fonctionnent véritablement. Et donc, quand vous prenez le décret a été pris, mais en termes de modalités, la CENI a organisé donc, la révision des listes électorales en zone. Donc, quand vous prenez la zone 1, qui regroupe donc la région maritime et la préfecture du AO, donc c'était du lundi 7 au mercredi 9 avril 2025, comment on appelle ça, c'était les dates initiales qui ont été prévues. Donc il s'est fait que sur le terrain, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. On aura le temps de revenir dans cet entretien. Et donc ce qui a poussé la Commission électorale nationale indépendante à proposer une prorogation donc d'un jour, ce qui a un impact véritablement sur le budget proposé donc par la CENI pour couvrir donc cette phase de la révision des listes électorales. Donc vous avez la zone 2 qui concerne la région des plateaux et les préfectures de Blita, Soutbo et Chamba qui va démarrer à partir du lundi 14 et au mercredi 16 avril 2025. Justement dans cette zone, on peut s'attendre également que la CENI par rapport à un certain nombre de réalités de terrain et aussi par rapport aux différents retours des acteurs concernés par le processus électoral, notamment les acteurs politiques, qu'on puisse avoir également un jour supplémentaire pour permettre donc aux populations de pouvoir jouir donc de ce droit-là, de s'inscrire sur les listes électorales de leur canton, de leur commune, de leur région, de leur préfecture ou de leur circonscription électorale. Et puis vous avez la zone 3 qui va couvrir donc la région des Savanes, de la Kara, ainsi que la préfecture de Tchaoudjo et Mo, ainsi que les préfectures de Tchaoudjo et Mo, du lundi 21 au mercredi 23 avril 2025. Nous allons peut-être assister au même scénario donc dans ces deux zones restantes. Et comme vous savez que dans le cadre donc de cette révision électorale, ce n'est pas comme ce que nous avons vécu en 2023 où il s'agissait d'un recensement électoral qui permettait d'avoir beaucoup plus de temps, mais également qui permettait à tout le monde de renouveler ses cartes. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est que les cartes qui ont été obtenues par les citoyens dans le cadre du recensement électoral de 2023, ces cartes restent toujours valables, elles sont valides véritablement. Cette révision permet par exemple à ceux qui viennent d'avoir 18 ans, révolus après le dernier recensement, comme je l'ai dit en 2023, ou ceux qui auront 18 ans révolus avant la fin donc de la révision des listes électorales, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, ceux ne disposant pas de carte d'électeur pour n'avoir pas pu se faire recenser en 2023, parce que vous vous rappelez bien, notamment dans la zone 1, il y avait assez de mobilisation, parce qu'en réalité, la population a compris que c'est en participant aux élections, les élections qui demeurent donc un critère primordial en termes de mesure donc de la démocratie, en termes de mesure de la démocratie, de la construction donc de l'état de droit, de pouvoir le faire. Et puis ceux qui viennent de recouvrir leurs droits civiques perdus après une condamnation par la justice, ceux qui veulent changer maintenant de lieu de vote à cause d'un changement de domicile ou d'une affectation, ceux qui ont perdu leur carte d'électeur et qui veulent une nouvelle carte. Donc ces personnes-là aussi sont concernées par cette révision des listes électorales. Ceux qui veulent faire corriger des erreurs portant sur leur nom ou leur prénom, leur lieu de résidence sur la carte. Et puis, vous savez, ceux qui veulent signaler donc le décès d'un proche parent pour qu'il soit radié de la liste électorale, parce que vous savez que sur la liste électorale, il y a des personnes peut-être qui ont voté au cours des élections précédentes, qui ne sont plus en vie. Il faut que la CENI puisse avoir des informations liées donc à la disparition ou au décès de ces personnes-là pour apurer donc ces listes électorales. C'est l'ensemble donc de ces listes
des cantons, des communes, des régions, des préfectures, des circonscriptions électorales, qui va constituer ce qu'on appelle la liste générale des listes électorales et qui est appelée encore le fichier électoral pour les populations qui souhaitent véritablement aller renouveler leur carte ou qui se retrouveraient donc dans ces situations-là. Les documents acceptés et les documents qui ont été prévus par le code électoral, c'est le passeport d'abord. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui possède un passeport aujourd'hui. La carte nationale d'identité, ce n'est pas tout le monde également. Je pense qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là par les organisations de la société civile. Le livret de pension civile ou militaire, et puis vous avez le livret de famille qui peut également vous servir de preuve afin de vous faire inscrire au niveau donc, des CLC. Et puis, il y a également, et ça c'est la loi qui prévoit cela, il y a la présence d'un chef traditionnel ou de son notable. Donc, il peut donc faire un témoignage pour dire qu'en réalité, vous résidez dans le canton, vous résidez dans la commune et tout cela. Et donc, ces chefs traditionnels et tous et notables là ont un registre auprès donc du ministère chargé de l'administration territoriale. C'est pour ça on dit que la CENI organise cette phase-là avec le concours du ministère chargé de l'administration territoriale. Donc vous n'avez qu'à vous déplacer et pouvoir exprimer votre droit, parce que le vote est un droit pour chaque citoyen. Parce que quand vous prenez le corps électoral au Togo, le corps électoral est constitué donc de tous les citoyens dont l'âge de 18 ans révolu, jouissant de leurs droits civils et politiques, et puis ne se trouvant pas dans une situation d'incompatibilité ou dans une autre situation prévue donc, par le code électoral qui ne leur permet pas donc, de pouvoir exercer d'abord leur droit de s'inscrire sur la liste électorale, ensuite leur droit de s'exprimer lorsque le scrutin sera fixé véritablement. Dans la zone 1, la révision des listes électorales s'est achevée le jeudi 10 avril 2025. Au cours de cette période, nous avons vu une véritable affluence au niveau d'un certain nombre de centres de révision des listes électorales. Nous avons vu une certaine mobilisation des citoyens, comme toujours, dans cette zone-là, qui regorge une grande partie donc, de la population togolaise. Donc vous avez le Grand Lomé qui concentre donc, principalement la population togolaise, et puis vous avez la région maritime également et un certain nombre un certain nombre de localités qui sont concernées, donc notamment la préfecture du Hao qui est donc concernée donc par cette zone 1. Bon, le constat que nous pouvons faire, nous, pour avoir été dans un certain nombre de centres de révision, nous avons observé un certain nombre de dysfonctionnements. Vous avez par exemple au début donc de cette phase-là, vous avez vu le retard dans l'arrivée donc des kits d'enrôlement dans certains centres de révision. Un certain nombre de partis politiques ont révélé cela. Un certain nombre de partis politiques ont exprimé donc leurs inquiétudes par rapport à ce point-là que nous avons pu constater également. Et puis vous avez la non-installation donc de nombreux kits rendant leur utilisation impossible. Donc dans certains centres de révision, vous avez également ce constat-là qui a été fait. Les dysfonctionnements des caméras, donc nécessaires à l'enregistrement de nouveaux électeurs. Bon, ceux qui voulaient avoir donc des duplicata, changer de nom ou changer de lieu de résidence et tout cela, il n'y avait pas de problème. Le vrai problème, c'était ceux qui voulaient donc avoir une nouvelle carte, ceux qui venaient d'avoir 18 ans, ceux qui auront 18 ans jusqu'à la fin donc, de cette phase de révision des listes électorales, et puis ceux qui n'avaient pas pu se faire enregistrer lors du recensement électoral de 2023. Donc il y a également ces dysfonctionnements qui ont été constatés. Et puis il y a les défaillances des capteurs d'empreintes ou des imprimantes. Et puis il y a aussi un autre élément, la lenteur des opérations des OPS, les opérateurs de saisie. Dans certains centres de révision des listes électorales, il y a certains OPS, certains opérateurs de saisie qui véritablement n'ont pas une certaine maîtrise. C'est vrai que la CENI avant de déployer donc les opérateurs de saisie a initié une formation accélérée à l'endroit donc de ces OPS-là. Un examen a été organisé et puis à la fin, il y a certains qui ont été retenus pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Mais malgré ça, nous avons constaté, parce que vous savez, il y a plus de 6000 opérateurs de saisie qui sont déployés sur le terrain. Donc vous imaginez un peu, donc ce n'est pas tout
tout ne peut pas être parfait véritablement. Ce sont des choses sur lesquelles on peut revoir véritablement, on peut partir de là pour corriger certaines choses dans les autres zones à venir. Donc l'objectif c'est ça, c'est de faire en sorte que la Commission électorale nationale indépendante, qui est l'organe chargé donc d'organiser, de superviser donc les élections, notamment qui s'occupe donc de cette phase donc du processus électoral, puisse prendre en compte les observations soulevées donc par les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, mais également les citoyens ordinaires comme nous, et que la CENI puisse capitaliser sur cela et qu'on puisse améliorer cela dans les autres zones, d'ailleurs même au niveau donc de la zone qui démarre donc le lundi prochain. Donc je pense que c'est important de le faire. Et puis une autre observation, vous savez, le décret qui a été pris par le gouvernement en Conseil des ministres dit que les centres de révision des listes électorales s'ouvrent de 7h et ferme à 17h. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Vous arrivez ailleurs où vous rendez compte que les centres ne sont pas ouverts à 7h. Des fois, les centres s'ouvrent à 8h, des fois même à 8h30. Et vous avez dans certains centres où les opérateurs de saisie sont pressés de fermer. Et donc, déjà à 16h, c'est déjà fini. Alors que ce n'est pas ça. Ça veut dire que ces comportements donc, des opérateurs de saisie sur le terrain violent donc le décret qui a été pris par le Conseil des ministres qui fixe donc la date d'ouverture et de clôture donc, des révisions électorales. Et puis, ça viole également les actes qui ont été pris par la CENI en termes d'organisation de zones dans le cadre donc, de la révision donc, de ces listes électorales-là. C'est vrai, il y a aussi un autre débat sur le temps qui est accordé donc, à la région maritime et puis principalement au Grand Lomé, qui en réalité, cette zone-là concentre une grande majorité de la population togolaise. Et donc, c'est un débat légitime, c'est véritablement des réactions à prendre véritablement au sérieux. Ce n'est pas seulement des questions politiques, je pense que c'est des questions sociales, c'est des questions d'équité et d'égalité. Faire en sorte que là où il y a une présence humaine assez importante, que cette zone-là puisse avoir des jours qui leur permettent véritablement, parce que s'inscrire sur les listes électorales, c'est un droit et l'État a l'obligation de mettre les moyens nécessaires pour permettre donc aux citoyens de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, parce que si vous n'avez pas une carte d'électeur, vous ne pouvez pas exprimer votre droit de vote, alors que le droit de vote est un droit constitutionnel. L'État a l'obligation de garantir ce droit-là, de mettre en place tous les moyens nécessaires pour permettre à ce que le maximum de citoyens qui souhaitent véritablement s'inscrire sur les listes électorales et puis exprimer leur droit de vote, mais que ces personnes-là puissent avoir cette possibilité de le faire sans pour autant être confrontées à des difficultés sur le terrain. Et donc c'est un débat légitime. Je pense que c'est un débat qui revient tout le temps lorsqu'il y a des élections au Togo, et je pense que l'État doit prendre au sérieux ces observations soulevées par les acteurs politiques, notamment et également d'autres acteurs de la société civile, et faire en sorte que dans la répartition des jours en termes de zones pour effectuer donc ces opérations-là, que la zone 1 qui concerne donc le Grand Lomé puis la région maritime puisse avoir plusieurs jours supplémentaires que les zones 2 et 3 qui, en réalité, quand vous regardez le dernier recensement général de la population de l'habitat, vous vous rendrez compte que ces zones-là ne concentrent pas véritablement une grande présence humaine véritablement. Donc, il ne peut pas avoir le même jour pour pouvoir faire ces opérations-là. Donc, c'est ce que nous avons pu constater sur le terrain, et nous avons pu écouter un certain nombre d'acteurs politiques et puis des autres acteurs qui sont concernés par le processus électoral. Je pense que le plus important, c'est de perfectionner le processus, c'est de faire en sorte que d'année en année, que nous puissions améliorer les choses. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs, parce que c'est ça le problème. Lorsque vous répétez les mêmes erreurs, vous mettez en péril les élections en termes de crédibilité, en termes d'acceptation, en termes de transparence. Et quand c'est comme ça, après ça crée des violences. Et quand ça crée des violences, ça a un impact sur le développement du pays, ça retarde le pays en termes de développement, et ça ne permet pas donc aux populations de pouvoir jouir véritablement de leurs droits reconnus donc par les différents textes et lois de la République. Vous savez que la commune et la région constituent donc le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires locales, et donc c'est ce que prévoit donc le législateur togolais dans le cadre donc de la loi portant décentralisation et liberté locale. Et donc ces élections que nous sommes en train de préparer véritablement avec la Commission électorale nationale indépendante qui a enclenché donc le processus, je pense que ces élections constituent les premières que nous aurons organisées après le basculement du Togo
d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Donc après que le Togo ait basculé de la 4e République à la 5e République. Je pense que le premier défi, c'est que nous assisterons donc aux premières élections sous la 5e République, avec un nouveau régime politique véritablement. Et donc c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que vous vous rendez compte que les premières élections municipales ont eu lieu en 2019, véritablement. Les premières élections municipales ont eu lieu en 2019 et en ce temps-là, nous n'avons pas encore organisé les élections régionales. Alors que quand vous prenez la loi sur la décentralisation et les libertés locales, nous avons deux niveaux de décentralisation. Nous avons les communes et puis nous avons la commune et puis nous avons la région. Et depuis quelques mois déjà nous disposons donc des conseils régionaux. Donc vous avez un conseil régional dans chaque région. Et puis vous avez tout ce qui est lié donc à l'organisation donc de la région qui est effective véritablement. Vous avez un gouverneur, vous avez un président du conseil de région, vous avez un conseil régional. Donc ce sont des instances qui animent donc la vie régionale véritablement. Donc en réalité, nous sommes véritablement maintenant dans la décentralisation avec de niveaux de démocratie locale. C'est-à-dire qu'on permet à ce que, dans le cadre donc, des élections municipales, que les citoyens, par exemple de la commune Tchadjo 1, c'est-à-dire que tous les citoyens qui sont dans le périmètre ou sur le territoire de Tchadjo 1 puissent élire ceux qui vont animer le conseil municipal. C'est parce que ce sont les conseillers municipaux qui, au cours de leur première session, après la proclamation définitive des résultats, qui vont élire donc le maire est élu parmi les conseillers municipaux. Le maire est avant tout un conseil municipal. Donc le deuxième défi, c'est que nous allons asseoir véritablement la décentralisation avec les élections régionales qui ont été effectives et maintenant avec les élections communales que nous sommes en train de préparer. La deuxième qui va renforcer. Le troisième défi, c'est que au regard de l'expérience que nous avons eue par le passé, c'est-à-dire que nous étions dans une phase d'apprentissage. Vous avez des maires qui ont tâtonné au cours de leur premier mandat. Vous avez des maires qui ne connaissaient absolument rien sur la question de décentralisation, qui étaient obligés d'aller à l'apprentissage, qui étaient obligés d'aller à l'école de la décentralisation, qui ont fait des erreurs dans le cadre donc, de la gestion des communes, qui ont également eu un certain nombre de résultats véritablement. Mais on se rend compte que toutes les communes sont confrontées à un certain nombre de problèmes, véritablement sur le terrain. Donc, le troisième défi, c'est de faire en sorte que ces élections communales que nous sommes en train d'organiser, ces élections municipales que nous organisons, puissent raffermir donc, cette étape d'apprentissage-là, puisse permettre à ce que ceux qui ont été outillés, à travers la première mandature, à travers le premier mandat, puissent maintenant véritablement répondre aux besoins des populations. Il ne sert à rien d'avoir des communes si ces communes ne sont pas en mesure de répondre aux problèmes quotidiens donc, des populations. Parce que nous avons vu comment les citoyens des différentes communes se plaignent véritablement par rapport à un certain nombre de problèmes dans leur commune véritablement. Et donc c'est parce que dans la mise en œuvre donc, du plan de développement communal et d'un certain nombre de projets, les communes sont limitées. Parce que, et ça c'est une reproche qui est faite dans le cadre donc, de cette politique de décentralisation qui a été définie par le gouvernement en termes de répartition territoriale donc, des communes. Et je pense que aujourd'hui, la majorité des acteurs convergent à ce qu'on puisse fusionner un certain nombre de communes pour permettre à ce que les autorités locales puissent avoir des moyens véritablement pour faire face donc, aux différents problèmes donc, rencontrés dans leurs communes. Parce qu'aujourd'hui, les communes sont limitées. En termes de fonctionnement, il faut des ressources. En termes d'investissement sur un certain nombre de projets communaux, il faut également des ressources. Et là, vous avez que les communes ne sont pas logées à la même... les communes ne sont pas logées au même niveau véritablement. Ils n'ont pas les mêmes sources de revenus, ils n'ont pas les mêmes capacités budgétaires, ils n'ont pas les mêmes ressources véritablement. Et là,
Ça crée un problème. Malgré que l'État, dans le cadre donc, de ce premier mandat, a mis en place ce qu'on peut appeler le Fonds des collectivités territoriales, qui consiste donc à appuyer les communes, malgré les ristournes ou malgré ce que l'Office togolais des recettes essaie de partager avec les communes en termes de taxes et impôts, malgré qu'un certain nombre de communes également ont à leur possession un certain nombre de marchés. Les communes sont toujours confrontées à des difficultés sur le terrain. Donc c'est véritablement un autre défi. Et le dernier défi, c'est de faire en sorte que le processus électoral soit inclusif. C'est de faire en sorte que tous les acteurs se retrouvent véritablement dans ce processus-là et que les personnes qui animent le processus électoral puissent être d'accord avec tout ce qui se fait. Et la condition fondamentale, la condition sine qua non, c'est que les textes et les lois qui ont prévu un certain nombre de choses qui doivent être faites, doivent être respectées véritablement. Et je pense que quand on fait la somme de tous ces défis-là, nous arriverons véritablement à asseoir dans la durée la décentralisation et à faire en sorte que la population puisse avoir un créneau pour participer dans la gestion des affaires publiques. Un créneau pour permettre à ce qu'ils puissent dialoguer véritablement avec les communes. Parce qu'on a comme l'impression que les communes que nous avons, c'est les démembrements donc de l'administration publique, c'est les services décentralisés ou déconcentrés donc de l'administration publique, au lieu que ça soit un cadre de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques. On a comme l'impression que c'est une administration bis, au fait, c'est une administration déconcentrée. Je pense que nous avons énormément de choses à corriger au cours donc du mandat prochain, et cela commence avec ce processus-là qui est enclenché. Il ne faut pas faire en sorte qu'il y ait des méfiances, il ne faut pas faire en sorte que les gens soient exclus donc, de ce processus. Il ne faut pas donner l'impression comme si on adopte un certain nombre de tests et de lois, mais dans la mise en œuvre, on a du mal à appliquer cela. Cela ne permet pas véritablement d'assurer l'intégrité, l'efficacité de nos institutions, notamment de nos communes. Cela ne permet pas véritablement de renforcer donc la démocratie locale. Cela ne permet pas donc de construire l'état de droit et puis la démocratie que nous sommes en train de faire véritablement. La révision des listes électorales s'est achevée dans la zone 1 le jeudi 10 avril 2025, mais dans les autres zones, cela va se poursuivre à partir du lundi prochain, donc dans la zone 2 et puis dans la zone 3. Je pense que l'idéal, c'est que nous avons à cœur de développer notre pays, si nous avons à cœur de participer à la gestion des affaires locales, l'idéal, c'est en sorte que nous inscrivons sur les listes électorales. C'est notre droit le plus absolu, garanti par les TC et lois de la République. Tenir notre carte d'électeur, parce que sans ça, nous ne pouvons pas exprimer notre droit de vote. Donc le droit de vote est un droit constitutionnel et nous devons pouvoir jouir de ce droit. J'invite toutes les populations des zones 2 et zone 3, c'est-à-dire des autres régions, autres que la région maritime, donc la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara et puis la région à ce mouvement vu par le passé. Je pense qu'ils doivent également démontrer un intérêt aux processus électoraux et donc il doit pouvoir se mobiliser à aller véritablement chercher un carte d'électeur et puis pour ceux qui viennent d'avoir 18 ans ou qui auront 18 ans dans la semaine à venir, je pense qu'il n'y a pas plus moyen d'exprimer son attachement à la patrie, il n'y a pas plus moyen d'exprimer sa citoyenneté et puis son attachement donc aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques. Parce que les populations massivement, il doit pouvoir faire un déplacement vers les centres de révision des listes électorales et pouvoir s'inscrire sur les listes de leur canton, de leur commune, de leur préfecture, de leur région. Et donc, nous pourrions véritablement participer au renforcement donc, de la décentralisation avec les élections à venir. Et puis au-delà, je pense que les acteurs politiques doivent pouvoir s'entendre sur le principe véritablement qui est donc de respecter donc les dispositions contenues dans le code électoral, et le gouvernement doit faire un effort pour que la CENI actuelle soit renouvelée parce que cela en va de sa crédibilité, cela en va de son intégrité, de son efficacité. Si la loi dit que la CENI doit pouvoir ouvrir le fichier électoral aux acteurs, aux partis politiques légalement constitués, mais également au ministère chargé de l'administration territoriale, je pense que
En conjuguant tous ces efforts-là, nous arriverons donc à construire un Togo durable, un Togo inclusif.